Yaurana, bienvenue dans cette Inside the Doc à la rencontre de Surf, le feu sacré, un film sélectionné au FIFO 2025, un film qui a été produit en 2024 et qui dure 90 minutes. J'ai le plaisir de rencontrer Benjamin Morel, l'un des deux réalisateurs du film. Yaurana, Benjamin. Yaurana, bonjour. Écoute, j'ai une première question qui est forcément directement dans le cœur du sujet. Qu'est-ce qui vous a inspiré à réaliser ce documentaire? Pourquoi ce sujet du surf et notamment de sa genèse en Océanie? Moi, au départ, je suis surfeur depuis pas mal d'années. Je suis passionné de surf et j'ai toujours été surpris par la différence entre ce que je pouvais vivre dans le monde du surf et l'image projetée par le surf, l'image reçue depuis le rivage par les gens qui ne le pratiquent pas ou qui ne le connaissent pas. Je me suis toujours dit que j'aimerais pouvoir partager un peu et décrypter un petit peu le surf pour les gens, pour les néophytes, pour ceux qui restent sur la plage. Et en fait, décrypter l'esprit du surf, le seul moyen, c'est de remonter à ses racines, tout simplement. Parce que le surf est chargé de cette genèse polynésienne, de cette pop culture américaine. Voilà, il s'est construit en étage, le surf, et ce qu'on connaît aujourd'hui du surf, les images, parfois les clichés que les gens ont du surf, en réalité s'expliquent par cette histoire incroyable, parce qu'au départ, c'était quand même glisser sur les vagues sur à l'aide d'une planche en bois, et c'est devenu quelque chose de mondial, ça traversait tous les continents, toutes les époques, voilà, donc essayer de décrypter l'esprit du surf, ça a imposé de remonter dans son histoire. Et comment est-ce que vous avez mené vos recherches pour ce documentaire? Parce que la tradition polynésienne est d'une culture orale, donc il y a assez peu de sources archéologiques sur l'origine du surf, notamment en Polynésie. Ouais. Alors donc déjà donc j'étais seul au départ du projet, donc Christophe m'a rejoint au moment du montage. Effectivement, il y a assez peu de sources. Il a fallu parler beaucoup à beaucoup de gens en direct à Tahiti, par exemple, ce qui est pas toujours facile parce qu'on est loin, que les gens ont leur vie. Des gens comme Jean-Christophe Shigetomi, par exemple, c'était une rencontre très intéressante, très importante. Poaku Stone côté hawaïen. Et à un moment, en fait, je pense que c'est un peu comme une étude scientifique. À un moment, on fait aussi des théories, on construit par rapport à une somme de choses qu'on a, et on imagine un peu. Je veux dire, il y a pas on n'aura jamais la vraie histoire du surf. Voilà. On a des dates, on a des jalons, on sait que le surf, voilà, il y a un texte où je tombe sur j'ai lu tous les textes de navigateurs, d'explorateurs. Donc il y a ce premier texte, de la personne qui était avec James Cook, qui dit oui, j'ai vu ces gens se lever sur une planche. Bon, c'est un peu vague. Puis plus tard, on trouve des textes beaucoup plus précis sur Hawaï. Puis on croise ça avec le fait que la migration, dans la migration, Tahiti est précédé à Hawaï. On se dit tiens, on dirait qu'il y a quelque chose, une graine qui s'est implantée comme ça au fil de l'eau, c'est le cas de le dire. Ensuite, on se rend compte qu'à Hawaï, il y a beaucoup plus de vagues, beaucoup plus accessible. Donc on se dit ça serait logique d'avoir des gens qui ont ramené ça, qui était encore un peu balbutiant, qui ont ramené ce début de surf, qui sont arrivés à Hawaï, qui ont trouvé un territoire propice et qui l'ont du coup développé, qui l'ont mis encore plus loin. Voilà, en fait, on croise des faits historiques, des données, des légendes parfois avec. On essaie de rationaliser ça et de retracer. C'est un peu comme une enquête en fait. Voilà, c'est un peu une enquête. C'est d'où ça vient le surf. Voilà. C'est pas toujours précis, pas toujours scientifique, mais on a toujours essayé de tenir compte des données culturelles et comment dire ça, de l'identité en fait, de s'intéresser à l'identité de ces peuples-là et de comprendre à quel point c'était important pour eux et de toujours respecter ça, tout en essayant de faire des théories, des suppositions pour tenir notre fil. Et sur cette logique d'enquête, l'Océanie est clairement un défi géographique, technique pour les réalisateurs. Notre territoire est tellement éparpillé, on est l'un des plus grands déserts humains de la planète, un désert d'eau mais un désert quand même. Comment est-ce que vous avez sélectionné ou actionné votre planning de tournage, les lieux de tournage, les personnes que vous allez interviewer, parce que j'imagine que ça impacte les coûts financiers du projet du documentaire. Donc comment est-ce qu'à un moment donné on fait des arbitrages dessus? Déjà on a dû venir tristement 2 fois à Tahiti et on est allé 1 fois à Hawaï. On a déjà resserré un peu, on aurait beaucoup aimé aller en Nouvelle-Zélande, on aurait beaucoup aimé aller au Fidji. Il y a d'autres territoires qui sont importants pour le surf. On s'est dit voilà, point de départ Tahiti, point d'arrivée Tahiti, et Hawaï c'est un catalyseur énorme à un moment. On
déjà, on s'est restreint sur ces 2 territoires. Ensuite, effectivement, il y avait la disponibilité des gens, en même temps qu'une période où on serait susceptible d'avoir des vagues. Voilà, pour avoir, par exemple, une session avec Michel Bourrez. Bon, on s'est foiré sur le North Shore à Hawaï, puisqu'on est allé, c'était la saison où c'est complètement plat. C'est la saison où on avait nos intervenants. Donc, oui, effectivement, on a essayé de faire mieux, et puis on a dû renoncer à certains intervenants aussi, tout simplement. Et puis, il y a des choses qui se débloquent au dernier moment, c'est-à-dire qu'on se dit, bon, ben, on jette toutes nos forces sur cette semaine-là à Tahiti, et puis il y a des choses qui se débloquent miraculeusement à la dernière minute, comme Vaini Fierro ou Johan Defay, par exemple. Donc c'est aussi un coup de poker, voilà. On fait une stratégie, on essaie de se dire, bon, là, ça devrait coller, là, on a un tel, on y va au moins pour lui, et ensuite, c'est aussi de la débrouille sur place. Quand vous avez eu l'idée du documentaire, les JO ont toujours été en ligne de mire, ou c'est 2 projets qui se sont corrélés un peu plus tard dans l'avancement du projet? Non, pour moi, le déclic, c'était de me dire à quel point donc cette discipline un peu étrange est popularisée au point d'être aux Jeux Olympiques. C'est comme le symbole de l'acceptation universelle d'une discipline. Donc les JO, c'était un jalon important. Et puis ces JO à Tahiti, le point d'arrivée, le point de départ sont les mêmes. La boucle est bouclée, c'était aussi très important. Donc dès le début, il y avait cette dimension des JO. Et en même temps, les JO nous donnaient l'occasion unique de proposer un film sur le surf, qui n'est pas forcément facile à proposer à des diffuseurs, faut le dire aussi. Voilà, c'est ce genre de domaine où finalement tout le monde connaît le surf, tout le monde a au moins une idée, des images, tout le monde a des vêtements inspirés du surf. Mais en même temps, on va quand même dire, oui, mais c'est quand même un sujet niche, est-ce que le surf est grand public? Voilà. Donc les JO, c'était l'occasion de dire, oui, c'est grand public, et c'est une occasion formidable pour faire un grand film. Donc on en a profité aussi. 90 minutes, c'est un format qui est moins courant dans les productions francophones. Est-ce que c'est un défi supplémentaire pour travailler la narration, pour captiver le spectateur pendant une durée longue sur un format documentaire? C'est très difficile comme format. Moi, c'était le premier film aussi long que je faisais. Très franchement, il y a un moment du montage où on se perd. Et c'est là où d'ailleurs l'expérience de Christophe Bouquet, donc, qui est mon co-réalisateur et qui était au départ monteur, et qui a une grosse expérience dans des narrations un peu complexes sur des films en plusieurs épisodes, sur plusieurs époques. Ça a été, voilà, son apport a été indispensable. Parce que sinon, 90 minutes, effectivement, on a tellement de moyens non seulement de perdre le rythme, mais de perdre même le sens. Voilà, on tire un fil, et à un moment, c'est très dur sur 90 minutes. Je pense que 2 fois 52 minutes, c'est beaucoup plus facile, par exemple. Typiquement, ce film, voilà, on se dit 2 fois 52 minutes, on voit même le moment où on aurait pu couper, le cliffhanger qui nous amène sur la bascule du 2e épisode. Et quand on fait 2 fois 52 minutes, ça permet aussi d'avoir 2 styles narratifs quasiment. Peut-être, voilà, on reconnaît une touche, mais on peut faire 2 narrations un peu différentes, je pense. Alors que sur un film, on peut pas d'un coup switcher et que les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi à la 50e minute, il change sa façon de raconter l'histoire? Et les diffuseurs francophones sont plutôt sur un format 52 minutes. C'est des choses que vous avez dû négocier en amont avec votre diffuseur, ou un format qui a été au contraire imposé? Non, ça a été une discussion. Après, nous au départ, on pensait peut-être 70 minutes, et puis finalement, pour un film événement, en tout cas dans le sens programmation d'une chaîne, 90 minutes, c'est logique. Voilà, c'est on marque le coup, on est hors grille habituelle. Donc je pense que c'était le bon format et c'était le bon choix, mais c'est juste que techniquement derrière il faut s'accrocher, surtout quand on a des heures et des centaines d'heures d'archives, parce qu'il y a ça aussi, c'est un film qui couvre 200 ans et on a des sources d'archives incroyables, des images magnifiques, magiques des années 30, des années 40, 50, 60. À un moment, problème de riche. Il y en a tellement qu'il faut renoncer, qu'il faut, c'est dur. C'est une matière énorme, en fait. Vraiment. Et là, encore une fois, Christophe, je le revois avec son banc de montage où il fallait organiser vraiment au millimètre. Parce qu'en fait, pour aller retrouver une image sur telle bande des années 30, quand il y en a 500 heures, ça va être un peu organisé. Il l'est beaucoup plus que moi.
Toutes ces archives anciennes d'images du surf, vous les avez récupérées dans quel type de banque d'images ou de partenaires qui vous ont accompagné? Il y a plein de fonds différents. Il y a à Hawaï, par exemple, ils ont la bibliothèque, je sais même pas comment la traduire, mais en gros, la bibliothèque nationale, on va dire, ils ont leurs archives nationales, donc ils ont une grosse somme d'archives, énorme. Après, il y a beaucoup de fonds privés aussi. Il y a des marques qui sont détentrices des droits sur certaines archives. Il y a, franchement, c'est pas comme l'INA pour nous. Voilà, c'est pas un portail qui regroupe ça. C'était là aussi une quête pour les documentalistes d'aller retrouver. On trouve toujours des images en fait. On les voit passer sur YouTube. C'est très beau, mais pour aller identifier cette image de 1954 et savoir qui la détient, c'est compliqué. Il doit y avoir, je sais pas, moi, je vais pas dire de bêtises, mais 30, 40 sources d'archives dans le film. Donc c'est vaste. Un projet documentaire et globalement l'industrie audiovisuelle sont souvent des projets qui coûtent cher. Un projet audiovisuel en Océanie, ça double avec des projets de voyage, de distance qui montent très très vite. Comment est-ce que le film a été financé? Comment est-ce que vous avez monté votre projet? Au départ, donc, il y a eu le pôle Outre-mer de France Télévisions, qui a vraiment été le premier à croire au projet, à miser dessus. L'aide du CNC, bien sûr, comme pour la majorité des films documentaires. On a eu une chaîne allemande, enfin plutôt un producteur allemand qui nous a suivis, qui a aussi mis beaucoup d'argent au budget, et ça s'est construit comme ça. Après, je dirais que c'est pas forcément les voyages qui sont revenus plus chers, parce qu'on a essayé de regrouper en tout. On a eu 3 semaines en Océanie. C'est encore une fois les archives sur ce film. Je pense que le plus coûteux, c'était les archives. Après, sur le voyage, je pense que c'était plus facilement couvrable. Voilà. Et donc, ça a été une genèse avec un producteur en pré-production aussi écossais. Donc, voilà. Et le film va être diffusé en gaélique. Je serais curieux de savoir ce que ça donne. Un coproducteur allemand et le pôle Outre-mer de France Télévisions, qui a lancé les hostilités, et ensuite, ça a été suivi par France 2, France 3. Donc, c'est le groupe France Télé après qui s'est mis en marche. Et du coup, le film a déjà été diffusé. Est-ce qu'il y a une anecdote ou un retour du public qui vous a particulièrement touché? J'ai pas quelque chose de précis. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché, c'est qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas le surf, qui ne s'y intéressent pas du tout et à qui je n'étais pas lié, donc il n'y avait pas forcément besoin de me dire que c'était bien, qui m'ont dit ouais, on a plongé vraiment dans un univers qu'on n'imaginait pas. Voilà. Pour moi, ça c'était le plus beau compliment, parce que c'était l'idée de départ du film. Et de l'autre côté, des gens fans de surf qui m'ont dit ça va, vous avez réussi à respecter l'esprit. Et là, c'est pareil, c'était pas gagné, comme les surfeurs ont leur façon de faire et leur état d'esprit. Voilà, je dirais plutôt ça. C'est des retours récurrents et qui font plaisir dans les deux cas. Je te remercie. La dernière question est une question un peu plus généraliste et liée au métier. Au FIFO, on met un point d'honneur aussi à donner de la visibilité au métier de l'audiovisuel. Quel conseil tu pourrais donner à un réalisateur débutant dans le genre documentaire? Si je dois donner un conseil. Oh bon, plusieurs. Non, je dirais qu'il faut à la fois développer ses projets personnels en y consacrant énormément de temps, et en sachant que parfois ils seront pas rentables. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à écrire pour façonner quelque chose pendant 1 an ou 2 ans, et peut-être que ça ne verra pas le jour. Mais c'est pas du temps perdu, en fait. On muscle un peu son écriture. Et à côté de ça, se mettre dans le sillage de quelqu'un qu'on admire. Si on a l'occasion de participer à un film, quel que soit le poste, il faut le faire. Voilà. Pas se dire je veux être réalisateur, donc je ne vais pas faire assistance, script, peu importe. C'est bien de voir la fabrication et c'est bien de construire son rêve à côté. Je te remercie, Benjamin. On sera très heureux de retrouver du coup Christophe Bouquet qui fera le déplacement à Tahiti pendant le FIFO. On aurait aimé avoir ta présence également, mais on sera très heureux d'avoir Christophe qui interagira avec notre public en présentiel à l'issue des projections de films. Le film est sélectionné en compétition pour le FIFO 2025. On vous donne rendez-vous du 31 janvier au 9 février.
en ligne sur notre site internet fifotahiti.com et à la Maison de la Culture de Papeete.